parti pour une creepy story. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire qui est révoltante, dramatique, dégoûtante et j'en passe des vertes et des pas mûres, évidemment. Coucou mon petit Spino, comment vas-tu? Nous allons parler d'une affaire, donc je ne vais pas vous dire tout de suite de qui il s'agit, mais vous allez très très vite le reconnaître parce que c'est une affaire extrêmement récente et qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas encore eu lieu, le jugement, etc. Donc je vais vous raconter un petit peu les faits, comment ça s'est déroulé, un petit peu ce qui a pu se passer. Je vous demanderai juste une chose, c'est une affaire qui a été beaucoup médiatisée et notamment de manière politique. Donc je vous demanderai juste de ne pas forcément émettre d'avis politique sur cette affaire parce que c'est pas le sujet et que du coup il faut essayer de rester impartial. Chose qui a été difficile quand j'ai lu les détails de cette affaire parce que je l'ai suivie en temps réel, mais j'ai un peu cherché les détails de ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous demanderai de serrer les dents, clairement. Donc les faits de cette affaire commencent le 14 octobre 2022. Donc je vous le dis, c'est extrêmement récent, ça fait même pas un mois. Donc peu après 15 h, Joanne Davier, un papa, s'inquiète de ne pas voir sa fille rentrer de l'école, du collège notamment, car sa fille est collégienne. Et elle devrait déjà être là. Donc après s'être inquiété, il va très vite s'inquiéter finalement. Il va très vite se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et donc il va tout de suite appeler sa femme, qui est donc la maman, qui s'appelle Delphine, et lui demander d'aller signaler la disparition de sa fille au commissariat. Donc il réagit quand même assez rapidement. Je pense qu'il a très très vite senti que quelque chose n'allait pas. Est-ce que c'est l'instinct parental? Est-ce que c'est une réaction au vu des événements qui se déroulent quand même en ce moment où il y a beaucoup de faits d'actualité et donc il s'est tout de suite inquiété? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il a très vite réagi et c'est plutôt une bonne chose. Donc le papa va quand même décider d'interroger le voisinage parce qu'en fait il est gardien d'immeuble et donc il va décider d'interroger le voisinage pour voir si jamais ils auraient vu ou entendu quelque chose vis-à-vis de leur fille. Et en fait, après avoir fait ça, après ne pas avoir eu réellement de réponse, parce que personne n'a croisé sa fille, personne n'a entendu de bruit suspect, etc., il va décider de visionner les caméras de surveillance de l'immeuble auquel il a accès, puisque du coup, il est gardien d'immeuble. Et en fait, il va découvrir sur les images que sa fille est bien rentrée du collège. Elle est rentrée dans l'immeuble, mais elle n'était pas seule, elle était accompagnée d'une femme que le papa ne reconnaît pas du tout, une inconnue. Et donc, elle serait rentrée vers 15 h 20, visiblement, au vu des caméras de surveillance. Mais, c'est tout. Voilà, elle n'est pas arrivée dans l'appartement, ça c'est certain. Ce qui va ressortir sur les caméras de surveillance, c'est que plus tard, l'inconnue qui était du coup avec sa femme, avec sa fille, pardon, va en fait tout simplement ressortir, mais sans sa fille justement, toute seule, et avec une malle et 2 valises. Bon, après, ça veut tout dire et rien dire. Peut-être qu'elle a croisé sa fille, qu'ils ont un peu discuté. Tu commences pas à accuser quelqu'un juste parce que tu la vois avec ta fille. Et puis sachant que sur la caméra de surveillance, sa fille n'avait pas l'air inquiète, n'avait pas l'air d'être forcée de quoi que ce soit. Voilà, elle rentre dans l'immeuble avec une inconnue qui lui parle. C'est tout, concrètement, voilà. Ensuite, donc toujours dans la même journée, aux alentours de 18 h, du coup, la maman Delphine Davier va mettre sur son compte Facebook une alerte enlèvement concernant sa fille avec un descriptif de comment elle était habillée. Je pense qu'entre-temps, en fait, ils se disent que potentiellement, peut-être qu'elle est ressortie de l'immeuble ou bref, je pense qu'il y a eu un espèce de décalage entre les deux parents et donc je pense qu'elle s'est dit, bon, c'est le moment ou jamais de peut-être avoir d'autres informations. Donc elle a mis une alerte enlèvement du coup sur Facebook en décrivant sa fille physiquement, en mettant les images de la caméra de surveillance où on voit sa fille avec l'inconnu, en espérant du coup que quelqu'un sache quelque chose et les contacte. Voilà.
Donc, l'enquête démarre. Donc, effectivement, donc, la police va être très vite alertée et très vite inquiétée, forcément. Donc, aux alentours de 17h, plusieurs personnes vont euh, affirmer avoir vu cette femme, du coup, qui apparaît sur les caméras de surveillance, devant un café du quartier avec une malle très lourde en sa possession. Et un témoin déclarera carrément, à un moment, elle a voulu la porter, mais on a vu que c'était lourd, on s'imaginait qu'elle avait plein d'affaires dedans. Donc très clairement, les gens se disent, bah, elle a pris un peu trop d'affaires, elle a un petit peu trop chargé sa valise, et voilà. Il y a d'autres personnes qui vont indiquer l'avoir croisée, cette femme, et décrire qu'elle avait un comportement étrange, une manière de se comporter, de se déplacer un peu bizarre. Elle aurait fait des allers-retours entre le café et la boulangerie, toujours du quartier. Elle aurait demandé de l'aide à différentes personnes pour l'aider à transporter la malle. Et il l'aurait même vu remonter la rue en chaussettes, en train d'hurler au téléphone à plusieurs reprises. Il l'a fait. De qui parle-t-on? Voilà. Concrètement, je pense que les gens se sont dit, elle est complètement cinglée, et je pense que c'est un peu légitime aussi. Donc la police va commencer à inquiéter un peu dans l'immeuble parce que forcément, je pense que le papa va renseigner que ils ont vu, enfin qu'il a bien vu sa fille revenir dans l'immeuble mais pas en ressortir. Et donc ils vont découvrir au niveau du troisième sous-sol de la résidence des traces suspectes. Pas de sang ou quoi que ce soit, mais plutôt des traces effectivement pas de bagarre, mais que voilà, il y a eu de la lutte, c'était un petit peu fouillis, enfin voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça c'est certain. Et ils vont y retrouver du ruban adhésif et un cutter. Donc forcément, la police, au vu de ce qui se passe sur les caméras de surveillance, au vu de ce qu'ils ont trouvé, se disent que c'est pas une fugue et que c'est clairement la piste criminelle qui est le plus envisageable. Et j'ai envie de dire, ça paraît carrément logique. Plus tard, donc toujours dans la même journée, la police va être contactée par un SDF qui va leur indiquer avoir trouvé dans la rue de là où une rue adjacente, enfin voilà, en gros dans le quartier toujours de là où la petite fille a disparu, avoir trouvé 2 valises ainsi qu'une malle en plastique. Et du coup, il aurait été fouillé ce qu'il y avait dedans. Je pense que malheureusement, le SDF a peut-être espéré trouver des affaires ou peut-être à manger ou j'en sais rien. Et du coup, il va indiquer à la police qu'il a trouvé un corps dissimulé par des tissus, ligotés, complètement recroquevillés dans la malle. Et donc, qui se trouvait à quelques pas du logement où la petite fille devait rentrer. La police, du coup, va se déplacer, va quand même prendre au sérieux le témoignage, même si cela vient d'un SDF et que ça pourrait très bien être un canular. Ils vont quand même se déplacer et ils vont très clairement découvrir que c'est le corps de la petite fille qui avait disparu quelques heures plus tôt. Et donc, il s'agit de Lola Davier. Donc, je pense que vous en avez entendu parler aux informations. Donc, ils vont retrouver la petite fille, du coup, qui est ligotée dans une valise, dans une malle. Ils vont se rendre compte qu'elle a des plaies très importantes au niveau de la gorge. Elle aurait des chiffres décrits sur elle, 0 et 1. Et elle aurait eu la tête recouverte d'un ruban adhésif. Donc les parents vont être prévenus vers 2h du matin qu'on a retrouvé leur petite fille décédée et dans de terribles conditions, très clairement, hein, je pense qu'on peut le dire. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard sur l'affaire que cette petite fille, hormis le fait qu'elle a été tuée absolument sans raison et que c'est totalement inhumain, que la manière dont elle est morte est très clairement... c'est horrible. Voilà, c'est horrible et je pense qu'en tant que parent, ça doit être extrêmement difficile de cautionner ça, et je pense que tu préférerais plutôt savoir que ton enfant s'est fait renverser par une voiture ou qu'il est tombé du 8e étage ou j'en sais rien, plutôt que de te dire qu'il a subi toutes ces choses-là avant de mourir, très clairement. Donc je vais faire une petite aparté juste pour vous raconter et vous parler de qui est Lola. Donc c'est une petite fille qui est née le 18 juillet 2010 à Béthune. Donc elle est scolarisée au collège Georges Brassens à Paris. Et donc elle a 12 ans au moment des faits. Donc ses parents, ils sont originaires de Fouquerolles, donc dans le département du Pas-de-Calais, et ils sont tous les deux gardiens d'immeubles de là où ils habitent, dans le 19e arrondissement de Paris.
Lola est quand même championne de France d'aérobic. Moi, je n'avais pas cette information. Et voilà, c'est une petite fille qui est décrite par ses amis et dont sa meilleure amie, parce que je suis tombée sur son témoignage. Euh, Comme une petite fille qui est très garçon manqué, qui sait s'affirmer, qui a du caractère et qui aime beaucoup. Comment dire se comporter comme les garçons, s'amuser un peu avec eux, etc. Voilà, vraiment une petite fille pleine de vie et qui savait profiter de la vie, mais qui savait s'affirmer aussi. Voilà, donc c'est la biographie qui est faite de Lola. Donc une petite fille qui, encore une fois, ne méritait aucunement ce qui lui arrive et qui avait clairement toute la vie devant elle. Malheureusement, ça s'est décidé autrement par une personne X dont on va parler un peu plus tard. Donc, le vendredi 14 octobre, le jour même où ils ont retrouvé la petite fille, le parquet de Paris ouvre une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Et donc, c'est la brigade criminelle qui récupère l'enquête. Ils vont, dans la nuit, du coup, interpeller 3 personnes à proximité des lieux. Et ils vont interpeller quelques heures plus tard, vers le matin, donc le lendemain matin, la suspecte, donc l'inconnue qui apparaissait sur les caméras de surveillance, qui était en fuite et qui a été interpellée à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Donc, ils ont pour l'instant 4 personnes suspectes. Et ils vont rajouter d'autres personnes en garde à vue entre-temps, qui peuvent plus ou moins être liées à ce qui s'est passé, mais c'est que des suppositions. Ils vont mettre du coup en garde à vue, déjà, alors ça j'ai pas bien compris pourquoi, mais ils vont mettre en garde à vue le SDF qui a découvert la malle. Bon, je pense que c'était uniquement pour avoir des infos et peut-être l'éliminer de la liste des suspects, mais en même temps s'il avait fait quelque chose, je vois pas l'intérêt qu'il aurait eu d'appeler les flics pour les prévenir d'avoir retrouvé ce corps-là. Donc je vois pas trop pourquoi, mais bon. Soit, pourquoi pas. Donc ensuite, il va y avoir 4 autres personnes qui sont en garde à vue. Donc l'inconnu qui apparaît sur les vidéos, sa sœur, et 2 hommes. Voilà, c'est les infos qu'on a au départ. Le 15 octobre 2022, les médecins légistes... J'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. Les médecins légistes, du coup, vont pratiquer une autopsie sur le corps de Lola. Et en fait, ils vont découvrir que Lola... Et j'ai pas toutes les infos parce que je pense que ça a été un petit peu masqué. En gros, la mort officielle de Lola, c'est par asphyxie. Il faut savoir que Lola a été abusée, violentée. Alors, abusée de son vivant et violentée avant et après être décédée. Et il faut savoir que malgré ça, c'est même pas ça qui l'a tuée. Ce qui l'a tuée, très clairement, c'est le fait que la personne qui lui a fait ça lui avait mis en fait du ruban adhésif sur le visage, ce qui fait qu'au fur et à mesure, elle aurait eu plus de moyens de respirer et elle serait morte comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là, on a atteint le summum de l'horreur pour cet enfant, hein, clairement. Je pense que là, on est au maximum. Et donc, le 17 octobre, une information judiciaire est ouverte pour les chefs d'accusation de meurtre sur mineur de moins de 15 ans en lien avec, je vais pas dire le mot parce que sur YouTube ça passe pas, une agression commise, acte de torture et de barbarie, plus recel de cadavres. On est d'accord que déjà, t'en tiens une sacrée couche à toi tout seul si jamais elle était toute seule, la personne qui lui a fait ça, mais il y a déjà pas mal de trucs qui te sont reprochés, faut pas se leurrer. Salut Shadow, ça va? Et donc, on va avoir enfin l'identité de l'inconnu qui apparaît sur la caméra de surveillance avec Lola. Et il s'agit de Dabia Benkired. Et donc, c'est elle qui sera la principale suspecte, puisque c'est la seule qui verra Lola en dernier vivante. Donc, on va avoir un petit peu d'informations sur elle. Donc, on découvre que c'est une femme qui est sans domicile fixe, qui a 24 ans au moment des faits. Donc, elle a mon âge, d'accord ? Alors, paraît-il que j'ai regardé un petit peu les infos à gauche à droite. Officiellement, elle logeait chez sa sœur. Mais apparemment, elle allait plutôt dormir à gauche à droite. Voilà, apparemment, même si elle avait un logement au départ, elle allait un petit peu dormir là où il fallait. Ça y arrivait même de dormir dehors. Enfin bon, bref. Donc, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est née le 12 avril 1998 à Alger, en Algérie. Qui apparemment à ce moment-là était en proie à une violente guerre civile. Et se trouve depuis 2019 du coup en France.
mais en situation irrégulière, car elle n'a plus de titre de séjour valide. Il faut savoir que si 3 ans se sont passés sans qu'on lui demande de quitter le pays alors qu'elle n'est pas en règle, c'est parce que ce qui l'a, entre guillemets, sauvée, c'est le fait que elle n'avait pas d'antécédent judiciaire. Et de ce fait, ben, elle est passée un petit peu en dehors des radars. Et donc, ils vont plus ils vont plus se focus sur des gens qui sont connus pour des faits judiciaires. Et elle, c'était pas son cas. Donc, c'est un peu ce qui l'a sauvée pour qu'elle reste en France, malgré le fait qu'elle n'ait pas le droit, officiellement, clairement. Donc apparemment, elle sera connue un peu plus tard des services de police, mais en tant que victime. Apparemment, elle aurait été victime de violences conjugales. C'est ce que j'ai trouvé comme information. J'ai pas trouvé plusieurs infos à ce niveau-là, donc je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais il n'y a pas tellement d'infos à ce niveau-là. Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est que bah voilà, elle traîne à gauche à droite. Visiblement, elle n'a pas de travail. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là. Et l'information qui est quand même importante et qui fait de Dabia la suspecte principale, c'est que la sœur, donc sa sœur à elle, vit dans le même bâtiment que Lola. Donc occasionnellement, elle aussi, puisque du coup, elle vivait avec sa sœur. La sœur de Dabia sera entendue par la police et elle dira que sa sœur souffrait de troubles psychiques, troubles psychologiques, mais personne ne se dira que peut-être elle doit être hospitalisée dans un lieu adapté et donc elle n'est absolument pas connue des hôpitaux psychiatriques d'Île-de-France. C'est-à-dire que potentiellement elle a des problèmes psy, mais personne ne s'est dit que ce serait une bonne idée qu'elle voie un médecin et que potentiellement elle ait un traitement ou qu'elle soit internée si besoin. Donc voilà. Là, on va passer au moment où ça va être très très énervant, je vous annonce, parce que moi ça m'a énormément énervé ce que j'ai pu lire, donc je vais essayer d'être impartiale encore une fois. Quand Dabia va être entendue par la police, elle ne va pas nier les faits. Il me semble qu'elle va les nier au préalable, puis après, elle va revenir sur ses dires. Enfin, il y a eu beaucoup de changements au niveau de ses déclarations. Toujours est-il qu'elle va finir à un moment donné par reconnaître ce qu'elle a fait. Elle va carrément dire à la police mot pour mot, je cite, « Ça me fait ni chaud ni froid. Moi aussi, je me suis faite agresser. » Je dis ça à la place d'un autre mot, je pense que vous avez compris. « Et j'ai vu mes parents mourir devant moi. » On peut... sa manière de parler veut dire « Moi, j'ai vécu la même chose, donc elle, qu'elle ait vécu ça, j'en ai rien à faire. Moi aussi, j'ai eu mal. Donc du coup, bah, faut que je fasse du mal aux gens. » Ça marche pas trop comme ça, parce qu'encore une fois, bah, Lola n'avait rien demandé à personne, elle ne te connaissait pas et elle est absolument pas responsable de tes malheurs. Bref. Des proches à elle, notamment un ex-compagnon, dira avec qui elle a eu une relation précédemment et avec qui ils recommenceront une relation très peu de temps avant ce qui se passe avec Lola, dira qu'elle avait beaucoup changé depuis la mort de ses parents. Qu'elle était devenue très agressive, elle lui parlait extrêmement mal, elle se parlait beaucoup à elle-même. Il dira qu'elle avait tendance à beaucoup se parler à elle-même et que quand des fois il avait l'impression qu'elle lui parlait, elle lui disait non, je me parle de moi à moi. Encore une fois, personne ne s'est dit peut-être qu'il serait temps de prévenir des personnes pour s'occuper d'elle. Personne ne s'est dit que, hormis le fait de pas forcément en arriver à se dire qu'elle va faire du mal à quelqu'un, mais que fallait peut-être l'aider, et l'aider c'était pas juste de la laisser dehors et de faire n'importe quoi, mais peut-être qu'elle avait besoin d'être hospitalisée sans la dénigrer. Personne, encore une fois, et beaucoup de personnes l'ont vue se dégrader, que ce soit sa sœur, que ce soit son ex-compagnon, que ce soit des proches à elle, et personne n'a absolument rien fait. Il dira que... Enfin, d'autres personnes diront que donc, depuis la perte de ses parents, elle avait beaucoup déraillé et qu'apparemment, elle déraillait beaucoup aussi par rapport à la religion. Alors ça, j'ai pas trouvé d'infos plus profondes de pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, au vu des premières interrogations, parce qu'elle a été vue quand même par un expert psychologue qui, pour lui... dit qu'elle tient un discours correct et qu'elle n'a pas du tout le discours de quelqu'un qui est fou ou qui a une pathologie.
Donc pour lui, il serait tenté de dire qu'elle n'était pas folle et qu'elle était en pleine possession de ses moyens au moment de ce qu'elle a fait à Lola. Mais là, ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, les gars, c'est qu'ils sont en train de faire de nouvelles expertises pour savoir si elle est folle ou pas, très clairement, si elle a une pathologie psychologique ou pas, et que si c'est le cas, forcément, bah, elle ne sera pas incarcérée, et très clairement, elle sera mise en hôpital psychiatrique pour un temps défini ou pas. Là, actuellement, elle est incarcérée, actuellement, à l'heure où je vous parle, mais en fonction de ce que va décider les experts psy, bah, ça va peut-être changer. En fait, la seule fois où, donc par rapport à son problème de titre de séjour, donc elle va être arrêtée en fait le 21 août 2022. Et c'est là en fait qu'on va se rendre compte que du coup, bah, elle a un titre de séjour qui n'est pas valide. Et c'est là qu'on va lui dire que bah, concrètement, il faut qu'elle quitte le territoire français. Et normalement, ça doit se faire sous un délai de 30 jours. Bon, je vais pas vous expliquer que clairement, c'est des choses qu'elle n'a pas faites. Donc, elle, c'est la coupable et suspect numéro 1 depuis le départ. Une autre personne qui va être au départ suspectée d'être complice, c'est un chauffeur VTC, donc Rachid qui s'appelle, qui a conduit du coup Dabia jusqu'à chez elle avec la malle de Lola. Et donc lui, il sera mis en examen pour recel de cadavre, sauf que du coup, il sera relâché parce que bah, ils n'ont pas vraiment de preuves contre lui qu'il a vraiment, qu'il était au courant de ce qu'il y avait dans la malle et de ce qu'elle avait fait. Et il sera juste placé sous contrôle judiciaire. On va y avoir un deuxième homme qui va être mis en lumière, qui s'appelle Amine, 32 ans, et qui avait hébergé du coup son ami, Dabia, qui est son ami, la nuit après le meurtre. Et le problème, c'est que lui aussi, visiblement, il n'avait pas l'heure au courant de ce qui s'était passé. Donc du coup, il sera relâché et clairement, il aura rien. Il sera pas poursuivi dans cette affaire. Je pense que très clairement, les personnes qui l'ont côtoyé avant, pendant et après ce qui s'est passé étaient un peu dans le déni. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ils n'étaient pas au courant de ce qu'elle avait fait. Ça, j'en suis persuadée. Mais je pense qu'à un moment donné, il suffit d'avoir un peu de jugeote. Tu sais que c'est une femme qui est quand même pas nette. Tu sais que c'est une femme qui très clairement, ça se voyait. Enfin, les gens l'ont dit que ça se voyait, qu'elle était étrange et qu'elle avait des comportements plus que bizarres. Même sa famille dit qu'elle avait des problèmes, etc. Et j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu fermé les yeux sur ce qu'ils ont pu imaginer. Je veux dire, tu vois quelqu'un qui est un peu dégénéré, avec une malle extrêmement lourde, qu'elle veut déplacer, etc. Tu te doutes bien quand même que dedans, c'est pas des vêtements. Et donc, je trouve que, certes, ils étaient peut-être pas au courant, mais je pense qu'ils avaient un peu idée de ce qui est en train de se passer. Après, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé le cours des choses. Lola, malheureusement, était déjà décédée à ce moment-là, donc effectivement, ça n'aura rien changé. Et donc il faut savoir que ce Amine, qui du coup l'a accueilli chez lui la nuit après le meurtre, est lui aussi en situation irrégulière. Alors je n'ai pas trouvé le motif de pourquoi, du comment. Est-ce que c'est aussi un titre de séjour non valide ou j'en sais rien. Toujours est-il que pour l'instant, il est lui aussi visé par une obligation de quitter le territoire français et de retourner dans son pays d'origine qui est lui aussi l'Algérie. Et je sais pas s'il est parti ou pas. Là ça fait pas encore 30 jours, donc je sais pas s'il a réussi à régulariser ou pas, j'ai pas trouvé cette info non plus. Toujours est-il que ça fait beaucoup de personnes qui sont en situation irrégulière et qui n'ont rien à faire ni dehors pour Dabia et ni en France pour les deux. Dabia, dans tous les cas, je pense que c'est une femme qui n'avait absolument rien à faire dehors, qui est très clairement un danger pour tout le monde et que malheureusement, ces gens-là, faut pas les laisser sortir. Voilà, ça pour moi, c'est une réalité. Donc elle va expliquer un petit peu le déroulé de cette journée, de ce qui s'est passé. Alors il faut savoir que le motif de ce qui s'est passé à Lola, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que le seul motif qui est ressorti au cours de l'enquête et au niveau des journalistes, c'est que Dabia aurait eu une altercation avec la maman de Lola, qui est donc gardienne de l'immeuble où sa sœur habite, à Dabia. Et donc, ça aurait été un petit peu une manière de se venger. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais se venger sur une gamine de 12 ans, quand même, on a vu un peu mieux. Et encore une fois, de ce que j'ai pu comprendre, l'altercation, c'était par rapport à un double que Dabia ou sa sœur voulait pour je ne sais plus quoi. Je crois que c'était pour un double de bip ou j'en sais rien, bref. Un motif, mais vraiment, genre c'était même pas une altercation, peu importe déjà le motif, mais on n'était pas sur une altercation due à
à quelque chose de très très grave. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Donc voilà, le motif visiblement serait celui-là, pas plus, pas moins. Et donc, bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, je suppose, croiser Lola au moment où elle rentre de l'école, l'attirer donc chez sa sœur, qui visiblement n'était pas présente au domicile à ce moment-là. Elle va obliger Lola à prendre une douche, sachant qu'à partir du moment où Lola arrive dans l'appartement, elle sera automatiquement, enfin systématiquement même bâillonnée. Donc elle va se retrouver du coup à prendre une douche de force. Ensuite, elle sera abusée par Dabia. Et donc, comme je vous le disais, ce qui va être reçu, c'est que, enfin, découvert au niveau de l'autopsie, c'est que au niveau de son corps, il y a des coups, notamment post-mortem, et les... ce qu'on trouve au niveau de la gorge de Lola, le fait qu'elle soit plus ou moins coupée, égorgée plus ou moins, ça a été fait post-mortem. Donc c'est-à-dire que hormis le fait de tout ce qu'elle a fait déjà avant à cette gamine quand elle était vivante, elle a continué de la torturer alors qu'elle n'était même plus vivante. Enfin, je sais pas si... L'horreur du truc. Et puis donc ensuite, après tout ça, Dabia va raconter qu'elle a mis la petite Lola dans dans une caisse avant de sortir dans la rue. Elle va appeler une connaissance qui va venir du coup la récupérer en voiture pour partir dans le Hauts-de-Seine avec la malle. Puis elle reviendra dans la soirée et où elle laissera la malle dans la cour de l'immeuble. Puis ensuite, la malle sera encore déplacée. Il va y avoir carrément, les gars, une cellule psychologique qui va être mise en place pour les personnes qui travaillent sur l'affaire. Je pense qu'on peut totalement les comprendre parce que moi-même, d'une vue extérieure et moi-même en tant que citoyen qui a entendu cette histoire, il y a beaucoup d'histoires criminelles qui sont terribles. J'entends bien, il y en a beaucoup qui sont très gore, d'autres qui sont... mais qui sortent mais du commun, des trucs qui vont nous marquer, ça on est bien d'accord. Mais là, ce qui est marquant, c'est le fait que ce soit une petite fille qui rentre chez elle, qui est à quoi, peut-être même pas, à peut-être un étage ou 2 étages de son appartement. Quand j'entends parler de cette histoire, et j'en ai beaucoup parlé autour de moi, je me dis, mais le papa, en fait, doit tellement culpabiliser d'une certaine manière, de se dire que sa fille était en train de souffrir à quoi, 1 étage ou 2 étages de lui. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Encore, votre fille se fait enlever et il lui arrive malheur, mais à des kilomètres de chez vous. Tu dis, bah, dans tous les cas, j'aurais rien pu faire. Mais là, tu dis, mais en fait, j'étais là. J'étais là, ma fille était juste au-dessus de moi. Elle était, enfin, voilà, elle était à côté de moi. J'aurais peut-être pu faire quelque chose. Et tu dis, mais en fait, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Enfin, la pauvre petite, elle a même pas pu crier. Enfin, là, elle s'est pas du tout dit qu'elle se retrouve, enfin, qu'il allait y arriver quelque chose. Elle était dans son bâtiment, dans son propre bâtiment, de là où elle vit. À aucun moment tu vas te dire en tant qu'enfant, même si on te dit de pas parler aux inconnus, même si on te dit de ne pas monter dans une voiture avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne te dis pas que dans ton bâtiment, là où tu vis, où tes parents vivent et où ils sont gardiens, qu'il va t'arriver ça en fait. Donc je pense que le sentiment des parents doit être terrible, vraiment. Vraiment, je pense qu'il n'y a même pas de mots pour comprendre ça. Et je ne suis pas maman, donc je pense que je peux imaginer, mais je pense que ça doit être bien pire que ça. Bref, donc à partir du mardi 18 octobre, Dabia va être mise en détention. Donc elle va être incarcérée, enfin oui, elle était en détention, elle va être incarcérée du coup dans le centre pénitentiaire de Fresnes, donc du coup dans le quartier des femmes, évidemment. Elle est mise à l'isolement pour plusieurs motifs. Je pense notamment qu'ils avaient extrêmement peur qu'elle se fasse buter en prison. C'est pas dit comme ça, mais je pense que très clairement ça l'est. Je vais pas vous mentir, entre vous et moi, je pense que ce serait pas plus mal. Mais toujours est-il que je pense qu'ils l'ont mis à l'isolement pour ça. Le temps qu'il y ait le rendu du jugement, hein, comme je vous ai dit, pour l'instant, il n'est pas encore passé. Ils attendent le retour des experts psy pour voir ce qu'ils peuvent, si elle est condamnable ou non. Très clairement, c'est ça. Son avocat va être interrogé par les journalistes et va dire que dans tous les cas, même si elle est déclarée avec une pathologie psy et qu'elle ne peut pas être condamnée, dans tous les cas, pour lui, il est clair et net qu'elle sera mise en hôpital psychiatrique, mais que ce n'est pas un hôpital psychiatrique où tu peux sortir et faire ce que tu veux, quand tu veux. C'est plus ou moins
ce sont ses dires, encore une fois, hein, c'est pas moi qui dis ça. Pour lui, c'est plus ou moins une autre forme de prison. Et pour lui, il est clair et net qu'elle ne ressortirait pas au bout de quelques années et que si jamais elle venait à être internée, ce serait certainement pour y passer le reste de sa vie. Voilà. Alors je sais pas si c'est ce qui est le mieux au vu des faits qu'elle a pu faire. Pour moi, je trouve ça un peu facile de plaider la folie après avoir manigancé tout ça, parce que quand même, on voit qu'il y a quand même eu quelque chose qui a été mis en place. Je veux dire, elle l'attire dans l'appartement de sa sœur, elle la bâillonne, donc ça veut dire qu'elle avait prévu de quoi la bâillonner. Elle a une malle pour la mettre dedans. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un peu préparé pour quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou va laisser plein d'indices, va faire plein d'erreurs, va faire des choses de manière totalement aléatoire. Là, c'est pas fait de manière aléatoire, très clairement pas. Donc pour moi, c'est un peu facile de plaider la folie. Mais bon, je ne suis pas expert psychologique, donc on va laisser les gens faire leur métier. Maintenant, j'espère sincèrement que ce ne sera pas la facilité pour eux de dire oui, elle est folle, et puis on la met en hôpital psy pour éviter un jugement et quelque chose qui pourrait être un peu plus long. Bonsoir, Perf, comment ça va-tu? Oula, comment ça va-tu? N'importe quoi, comment vas-tu? Faut la brûler, pas de prison, c'est trop simple, faut qu'elle souffre, autant ma pire a détruit vie purifiée de sa vie. Bah, le problème, Kevin, c'est qu'on est. Je pense que dans tous les cas, ça ne fera pas revenir Lola. De une. De deux, je pense que les parents ne sont pas du tout dans cette optique-là. Visiblement, eux, ils sont plutôt à vouloir être en paix. Très clairement, ils l'ont fait ressentir et je vais vous dire pourquoi. Et donc, je pense que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles et faire leur deuil tranquille. Je pense que c'est très clairement ce qu'ils ont fait comprendre d'ailleurs. Donc, voici l'affaire de Lola. Je pense que si on doit en retenir quelque chose, c'est que cette pauvre petite ne mérite pas ce qui lui est arrivé.